les nuits claires d'été. Nous avons passé de longues heures émerveillées à regarder une large bande de lumière s'élever à travers le ciel. Maintenant, nous savons qu'en arrière-plan de ce voile lumineux de gaz et d'étoiles, un univers agité et secoué par des collisions fracassantes, des explosions et des ondes de choc. Deux groupes d'astronomes suivent une étoile qui s'est accélérée à des vitesses ahurissantes. Ils croient qu'elle détient des indices sur l'origine et la nature d'un objet mystérieux qui se cache au fond de la galaxie. Que découvrent-ils sur le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée? Aux observateurs dans l'espace lointain, notre galaxie de la Voie lactée apparaîtrait comme une spirale plate avec de vastes arcs de gaz, de poussière et environ 200 milliards d'étoiles tournoyant autour d'elle. Le centre s'épaissit et sort du disque galactique, serré avec des étoiles. La poussière épaisse et l'éblouissement des étoiles ont longtemps obscurci notre vue des régions internes mystérieuses du bulbe. Mais les indices ont commencé à s'accumuler qu'il y a quelque chose d'important, quelque chose d'étrange qui se cache là-bas. Le premier à le remarquer était le physicien Karl Jansky, dans les années 1930. Son employeur, Bell Telephone Labs, lui avait demandé d'enquêter sur les sources de bruit statique qui pourraient perturber ce qu'il considérait comme l'application la plus importante de son temps, les transmissions radio-vocales. En utilisant cet outil maladroit, il a identifié que la plupart du bruit statique était causé par les orages, mais il y avait un signal inexplicable qui sonnait comme de la vapeur. Jansky a localisé le signal dans une région du ciel, la constellation de Sagittaire, située au centre de la galaxie, qu'il a nommée la source Sagittaire. La découverte de Jansky a rapidement fait le tour, et il a rassuré le public en affirmant qu'il ne s'agissait pas d'extraterrestres cherchant à entrer en contact des décennies plus tard. L'astronome Erich Bäcklund s'est intéressé à explorer plus en profondeur le centre galactique. Et dans les années 1960, il a découvert une classe de puissants phares radio appelés quasars dans l'espace lointain. Il a orienté ses recherches vers la localisation précise d'Andromède, une galaxie voisine, afin de déterminer quels objets étaient à l'origine des quasars. Sur cette image récente en ultraviolet, on peut voir une lueur dense au milieu de notre voisine lumineuse. Andromède, Bäcklund a trouvé le point où la lumière atteint son intensité maximale et l'a marqué comme étant le centre de notre orientation dans l'espace. La galaxie d'Andromède est entièrement visible, mais notre propre galaxie est une autre histoire. Nous y vivons, et pour déterminer son centre, Bäcklund a dû trouver un moyen de voir à travers toute la poussière et le gaz qui obscurcissent notre champ de vision. Il s'est tourné vers un entrepreneur militaire et a obtenu un dispositif qui lit la lumière infrarouge, dont les longueurs d'onde sont similaires aux distances entre les particules dans un nuage de poussière. Cela lui a permis de traverser la poussière et d'observer le centre galactique. Bäcklund a commencé à mesurer la luminosité de la lumière infrarouge jusqu'à son pic, marquant ainsi son emplacement exact. Ainsi a commencé la longue quête de Bäcklund pour voir ce qui se cache au cœur de la Voie lactée. Eh bien, ceci est le centre du groupe. Beckler n'était pas le seul astronome intéressé par le centre galactique. On sait qu'une étoile peut être un trou noir. Maintenant, nous savons bien sûr que Reinhard Genzel et une équipe basée à l'Institut Max Planck de physique extraterrestre et en Allemagne ont commencé une campagne similaire
en 1990, avec plus qu'une chance de réussite. Ils sont venus dans les montagnes du Chili en Amérique du Sud pour utiliser le télescope de la nouvelle technologie récemment baptisé de l'Observatoire européen austral, quelques années plus tard, en 1993, au sommet du volcan Mauna Kea à Hawaï. Eric Beckler et des collègues, dont Andrea Gates, ont commencé à utiliser le nouveau télescope géant de 10 mètres Keck. Leur objectif commun était d'identifier la source de radiation observée pour la première fois par Karl Jansky. Ils ont découvert que la plupart de l'énergie provenait d'une région appelée Sagittarius A, qui est le centre de notre galaxie. Cette région est trop petite et sombre pour être vue, mais elle sert de carte pour les astronomes. Ils ont pu suivre avec précision les emplacements des étoiles orbitant autour de Sagittarius A, avec la sensibilité du grand ouverture QEX, qui peut positionner les étoiles à moins de 2 cm vues depuis New York. Pendant ce temps, les astronomes utilisaient le nouveau télescope spatial Hubble pour étudier une autre galaxie appelée M87, qui se trouve à 50 millions d'années-lumière et à près de 1000 milliards d'étoiles. Ils ont pu suivre le gaz qui tourbillonnait autour de son centre à des vitesses extrêmement élevées, ce qui leur a permis de calculer la masse de la source gravitationnelle au centre de M87 à 4 milliards de fois celle de notre Soleil. C'était la première mesure de ce type, et cela a montré la présence d'un trou noir de proportions vraiment supermassives. Les équipes allemandes et américaines espéraient utiliser la proximité de la Terre avec le centre de notre galaxie pour rassembler des preuves concluantes de la présence d'un trou noir supermassif. Leur recherche faisait partie d'un effort plus vaste visant à cartographier la disposition de notre galaxie et à trouver des indices sur son histoire. Les astronomes étaient également impatients de former une nouvelle génération de télescopes spatiaux, tels que les grands observatoires, pour étudier le centre de la galaxie. En utilisant le télescope spatial Hubble, ils ont pu documenter de vastes arcs de gaz chauffés par des vents féroces provenant de grandes étoiles et capturer la lumière infrarouge de concentration d'étoiles denses avec le télescope spatial Spitzer pour détecter les signatures de chaleur tourbillonnante de concentration d'étoiles denses. Tandis que l'observatoire de rayons X Chandra enregistrait de multiples sources de rayonnement haute énergie émis par des étoiles à neutrons ultra-denses et de petits trous noirs sur la base des données de Chandra. Les scientifiques ont estimé qu'il y a probablement environ 20 000 trous noirs habitant les 3 années-lumière intérieures du centre galactique. Si l'on se tenait au centre du centre galactique de Gaïa, il y aurait des étoiles tout autour, contrairement à la situation où nous n'avons qu'un seul soleil dans notre direction. L'environnement serait très hostile, avec des étoiles très massives émettant beaucoup de rayonnements, y compris des rayonnements ultraviolets et des rayons X, des nuages de gaz entrant en collision les uns avec les autres, et le trou noir lui-même créant et libérant du matériel de temps en temps. Pour montrer qu'il y a un trou noir supermassif au centre, les équipes devraient prouver qu'il est confiné dans une petite région et qu'il a suffisamment de gravité pour propulser les étoiles qui l'orbitent à des vitesses élevées. La lumière de ces étoiles parcourt 26 000 années-lumière pour nous parvenir, pour être finalement floue dans les derniers kilomètres lorsqu'elle frappe l'atmosphère terrestre. Pour surmonter cet obstacle,
Les deux équipes ont utilisé des méthodes d'imagerie pour affiner la lumière en prenant des milliers d'images en peu de temps, puis en utilisant un ordinateur pour moyenne les positions et rechercher des corrélations dans la longueur d'onde de la lumière des étoiles. Les premières années de données ont permis aux équipes de faire ces observations. La netteté de leurs observations a permis aux équipes d'assister à un événement qui s'est produit en 2002. L'équipe allemande avait commencé à observer depuis le nouvel ensemble de télescopes, Very Large Telescope de l'Observatoire de Paranal dans le nord du Chili. Ce printemps-là, l'une des étoiles qu'ils surveillaient, connue sous le nom de S2, a effectué un mouvement soudain et spectaculaire, en faisant un plongeon autour du centre et en accélérant à une vitesse stupéfiante de 18 millions de km/h. Les équipes américaines ont également observé cet événement, qui a révélé que S2 était incroyablement proche du trou noir présumé, à environ 3 fois la distance entre le Soleil et Pluton. Si un amas d'étoiles avait été sur le chemin de S2, sa lumière aurait vacillé, mais ce n'était pas le cas. C'était la preuve que les équipes cherchaient, et cela montrait que Sagittarius TA est un objet unique, sans aucun doute, un trou noir. Cette observation est intervenue à un moment où les astronomes commençaient à croire que les trous noirs supermassifs jouent un rôle actif dans l'évolution des galaxies. Ils avaient découvert que ces trous noirs occupent les centres de presque toutes les grandes galaxies. En fait, plus la galaxie est grande, plus le trou noir est grand. Cela suggère que les deux ont évolué ensemble, façonnant chacun l'histoire de vie de l'autre. Les astronomes étaient intéressés à savoir si le propre trou noir supermassif de la Voie lactée était toujours actif et en croissance, ou s'il était devenu dormant. En 2001, des scientifiques ont commencé à utiliser le nouveau télescope spatial Chandra X-ray pour étudier l'étoile Sagittaire A. Par hasard, à ce moment-là, le trou noir a éclaté et les équipes au sol se sont concentrées dessus pendant de plus longues périodes, espérant le voir se reproduire. Ils ont observé ce qui est maintenant considéré comme des éclats ou des éruptions qui se produisent lorsque de la matière s'accumule près de l'horizon des événements et tombe dedans, ce qui fait que le trou noir s'illumine. Les astronomes ont pu clairement voir une région entre deux sources où il n'y avait aucun autre objet. Puis une source supplémentaire est apparue pendant l'état de flambée de l'étoile Sagittaire A. Les nuages de gaz spiraleraient dans les régions les plus internes et deviendraient de plus en plus chauds avant de disparaître, créant un événement d'accrétion. Un amas de gaz tombant dans le trou noir le ferait s'illuminer. Les astronomes prévoient maintenant de regarder de plus près ces éruptions et peut-être d'observer directement le trou noir depuis la Terre. Cependant, le trou noir est si loin qu'il n'est que de la taille d'un pamplemousse sur la Lune, et aucun télescope unique sur Terre n'a une résolution suffisante pour voir quelque chose d'aussi petit. Par conséquent, les astronomes prévoient de lier des observatoires du monde entier pour créer un télescope radio de la taille de la Terre, connu sous le nom de télescope de l'horizon des événements. Innermost we just before it disappear from our side fait référence à la région la plus proche de l'horizon des événements du trou noir, où la matière est chauffée à sa plus haute température avant de disparaître de notre vue. Un événement d'accrétion se produit lorsque la matière tombe dans le trou noir et chauffe à mesure qu'elle approche de l'horizon des événements.
On peut le considérer comme un amas qui tombe dans le trou noir et se réchauffe à des milliers de degrés. Un groupe d'astronomes prévoit d'observer ces éruptions et d'observer directement le trou noir depuis la Terre. Cependant, le trou noir est si éloigné et si petit qu'aucun télescope individuel sur Terre ne peut le voir avec une résolution suffisante pour surmonter cela. Les astronomes prévoient de relier des observatoires du monde entier pour créer un télescope radio de la taille de la Terre, connu sous le nom de télescope de l'horizon des événements. La simulation montre ce que les astronomes s'attendent à voir: un trou noir supermassif en silhouette, entouré d'éruptions à sa surface qui se déplacent autour du monstre à mesure qu'il tourne. La périodicité des éruptions est due aux matériaux en orbite autour du trou noir, et l'échelle de temps correspond au temps qu'il faut pour que la matière effectue une orbite autour du trou noir. Cela peut fournir des informations sur la distance et la rotation du trou noir. L'échelle de temps mentionnée précédemment correspond au temps qu'il faut pour que le matériau orbite complètement autour du trou noir, ce qui indique également à quelle distance le matériau se trouve du trou noir. Si le trou noir ne tourne pas, la période la plus courte qui peut être détectée est d'environ 24 minutes. Si le matériau provient du disque d'accrétion et que la période est plus courte que 24 minutes, cela suggère que le trou noir tourne, car le matériau peut se rapprocher s'il tourne plus rapidement. En attendant, les astronomes déploient des efforts considérables pour cartographier l'environnement turbulent de Sagittarius A, le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée, afin de comprendre son état actuel et la façon dont il pourrait évoluer. Les observatoires Spatio-Hubble, Spitzer et Chandra ont combiné leurs efforts pour produire l'image la plus détaillée à ce jour du centre galactique, la zone centrale, qui mesure 160 années-lumière de diamètre, ressemble à une vaste griffe. La région chaude en rayon X sur le poignet inférieur est Sagittarius A, et un groupe dense d'environ 1000 étoiles, appelé le cluster des Arches, peut être vu sur la main. Le cluster des Arches s'est formé il y a seulement quelques millions d'années, et sa formation serrée est ce qui l'empêche d'être déchiré par les forces de marée intenses du centre. Sous le cluster des Arches se trouve le cluster des quintuplets, qui contient la plus grande étoile documentée de la Voie lactée, connue sous le nom de Pistole. Il pèse 150 fois la masse du Soleil et génère de forts vents de plasma qui remplissent le centre galactique. Ces vents devraient nous fournir une source constante de nourriture pour le trou noir et le faire briller intensément. Cependant, en utilisant le télescope Chandra, les astronomes ont découvert que ces grandes étoiles sont légèrement trop éloignées pour nourrir le trou noir alors que le gaz tourbillonne autour de celui-ci. Lorsqu'une partie du gaz se réchauffe et pousse vers l'extérieur, elle crée un vent sortant qui bloque une grande partie du gaz qui pourrait s'écouler vers le trou noir. Alors, qu'est-ce qui pourrait causer l'éruption du trou noir? Une étude séparée a suggéré que ce n'est pas le gaz qui tombe dedans, mais des comètes et des astéroïdes qui ont été arrachés aux étoiles dont les orbites les ont rapprochés trop près. C'est le centre du cluster, et malheureusement, une étoile y était autrefois située. Le trou noir reste dans un état de semi-retraite, ce qui est un peu énigmatique compte tenu du grand nombre d'autres sources de nourriture à proximité. Deviendra-t-il à nouveau actif, travaillant dans l'air froid et clair de l'Antarctique?
un groupe d'astronomes radio a examiné la région plus large entourant le centre galactique. Les données de leur télescope de South Pole contiennent des signes d'un événement spectaculaire. Un énorme anneau de gaz se profile au-delà du centre galactique, et lorsqu'il accumulera environ 300 millions de masses solaires de matière, il atteindra un point de basculement. Le nuage commencera à s'écouler dans un deuxième anneau qui orbite près du centre. Cet anneau intérieur se condensera puis éclatera avec la formation d'étoiles avant de spiraler vers le trou noir vorace. Lorsque le nuage tombera dans le trou noir, il éclatera dans une explosion de gloire visible sur une zone de l'univers. Cependant, de tels accès ne se produisent qu'une fois tous les 400 millions d'années. Il n'est donc pas conseillé d'attendre. Pendant ce temps, il y a des feux plus petits qui se produisent plus fréquemment, tels que le nuage pesant plusieurs fois la masse de la Terre, qui est maintenant en rendez-vous avec un trou noir. La simulation montre que le nuage passe à moins d'1/5 d'année-lumière et se déchire alors que le trou noir commence à le déchirer. L'élan du nuage le fera tourbillonner autour du trou noir. Et avec le temps, il s'installera dans une orbite et s'effondrera lentement, mais sûrement vers le centre. Entre-temps, sur un avant-poste rocheux, à 25 000 années-lumière des troubles du centre galactique, les astronomes continuent de surveiller les surprises. Ils ont trouvé des moyens de suivre les modèles de changement qui façonnent notre univers depuis des milliards d'années. Pourtant, ce sont souvent les petits événements soudains qui nourrissent leur sens de l'émerveillement. Depuis qu'ils ont commencé à observer leur monde, ces groupes sont devenus les premiers à témoigner d'un objet faisant une orbite complète autour du centre de la galaxie. L'étoile S2 le fait tous les 16 ans terrestres, et son cousin plus faible, S102, y tourne tous les 5 ans, sans aucun doute. Au cours de leurs prochaines orbites, ils répondront à bon nombre des questions qui tourbillonnent autour de leurs compagnons. Le trou noir supermassif? Comment s'est-il formé et a-t-il façonné les galaxies qui l'entourent? Deviendra-t-il un jour, depuis le cœur sombre de la Voie lactée, assez brillant et puissant pour illuminer l'univers?